Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Une vaste opération coup de poing a été lancée contre les vendeurs de carburant fraudés dans la ville de Niamey. Ce jeudi, les responsables de la brigade d'intervention étaient face à la presse pour attirer l'attention de la population sur les risques de cette pratique. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. C'est une chasse sans merci que la brigade d'intervention et de recherche de Niamey-Tillabéri a engagée contre les fraudeurs des hydrocarbures à travers l'opération Zéro point de vente de carburant dans la ville de Niamey. 2 mois après le démarrage de cette opération, ce sont des centaines de tonneaux et de bidons de carburant fraudés qui ont été saisis, soit plus de 120 400 litres. En ce qui concerne l'objectif global visé par cette opération, il s'agit pour nous de lutter contre la fraude et la vente illicite de carburant dans la ville de Niamey et ses alentours. Pour cela, nous avons 2 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique est de démanteler le réseau de distribution de carburant dans la ville de Niamey. Le deuxième objectif spécifique est de démanteler tous les points de vente, le système de distribution et de restaurer et maintenir l'ordre dans la ville de Niamey. Pour atteindre ces objectifs, des actions sont menées sur l'ensemble de la ville de Niamey et alentour en collaboration avec les forces de défense et de sécurité et tous les autres partenaires du service des douanes engagés dans le cadre de la lutte contre la fraude en général et la lutte contre la fraude du carburant frélaté en particulier. C'est pourquoi la brigade d'intervention de la douane fait cette mise en garde. Nous invitons toutes les populations de la région de Niamey et alentour à une franche collaboration avec les services des douanes. Nous informons également toutes ces populations que dans la ville de Niamey, le service des douanes bénéficie désormais de la réquisition dans le cadre de la lutte contre la fraude, de l'appui et la réquisition de toutes les autres forces de défense et de sécurité, qui sont d'ailleurs prêts à porter main forte aux brigades d'intervention et de recherche dans cette noble action de lutte contre la fraude du carburant. Je rappelle à toute fin utile que la fraude et la vente illicite de carburant sont strictement interdites, à quelque titre que ce soit, et que de ce fait, tous les acteurs, les complices, les intéressés et d'une manière générale, tous les contrevenants et responsables de ces actes de fraude se verront désormais exposés à la rigueur de la loi, et cela sans complaisance. Tous ces tonneaux et bidons ont été saisis dans des véhicules, sur des motos et dans les pirogues. Et dans la ville de Niamey, la brigade d'intervention de la douane, avec l'appui des autres corps paramilitaires, procède à une opération coup de poing contre les vendeurs des hydrocarbures fraudés. Cette brigade entend poursuivre l'opération jusqu'au bout. L'intersyndical des travailleurs du Niger, ITN, et le comité interministériel devraient se tenir cet après-midi à la primature, une rencontre qui n'a pas pu se tenir. Les raisons dans ce reportage a signé Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guissou. Cette rencontre entre l'intersyndical des travailleurs nigériens et la partie gouvernementale représentée par le comité interministériel a avorté. Une réunion à la demande des représentants des travailleurs nigériens pour statuer sur les problèmes des travailleurs nigériens en général, notamment sur l'évaluation des enseignants contractuels. Malheureusement, la rencontre n'a pas eu lieu pour la simple raison. À notre arrivée aujourd'hui, dans la salle des banquets de la primature, de constater que c'est un autre regroupement de centrales syndicales qui était présente et avec qui il n'y avait pas de rendez-vous par rapport à ces négociations. Ces négociations devraient se dérouler uniquement entre notre intersyndical, à savoir l'ITN, et le gouvernement à travers le comité interministériel. Donc, nous sommes concertés et nous avons décidé de ne pas siéger à l'ouverture de ces négociations.
puisque c'est nous qui avions demandé. Nous étions demandeurs et la date a été retenue avec nous. Donc nous ne pouvons pas comprendre que notre regroupement de centrales soit dans la même salle que nous au même moment pour parler du même sujet. Et c'est pourquoi nous voulons que nos militants et militantes, sympathisants et sympathisantes comprennent que c'est nous qui avons demandé à négocier avec le comité interministériel sur les différents points, sur les différentes difficultés que nous avons avec le gouvernement. L'ITN affiche pourtant sa détermination et son engagement à défendre les intérêts des travailleurs nigériens. Il n'est pas question pour nous, aujourd'hui en tout cas, de participer à l'ouverture de ces négociations. Et nous pensons que le gouvernement va s'assumer par rapport à ça pour que de tels comportements ne se répètent plus. Parce qu'au niveau de l'ITN, nous disons trop, c'est trop. En attendant, les responsables des centrales syndicales vont se retrouver pour examiner sur cette nouvelle donne afin de voir la conduite à tenir pour faire face à cette situation voulue par le gouvernement selon l'ITN. Le collectif des syndicats de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture, COSIGEX, a entamé ce jour, jeudi, une grève de 48 heures, une façon pour le collectif de dénoncer la situation dans laquelle se trouve le ministère de la Jeunesse. Le reportage est de Assama Oseidou et Cheibou Guissou. Améliorer leurs conditions de vie et de travail, c'est l'objectif visé à travers cette grève de 48 heures qu'observe le collectif des syndicats de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture. Nous sommes à notre deuxième grève en l'espace d'un mois parce que tout simplement nos revendications n'ont pas encore été prises en compte. Il vous souviendra que lors du premier préavis des grèves, nous avons un peu différé, espérant que nous allons être appelés en négociation, et ce qui n'a pas été le cas. Donc nous sommes dans l'obligation de reconduire notre mot d'ordre et cette fois-ci également, si les choses ne s'arrangent pas, nous allons passer à la vitesse supérieure parce que cette fois-ci nous allons observer un mouvement de grève d'une durée importante qui sera décidé en réunion. Nous allons aller jusqu'au bout parce que nous ne pouvons pas accepter que ce ministre vienne détruire ce que nous avons construit pendant près de 40 ans. C'est inadmissible, on ne peut pas l'accepter. Face à cette situation, le ministre de la Jeunesse et des Sports donne plus d'éclaircissements. Il nous reproche d'avoir fait des nominations et pour des nominations on va en grève. Mais les nominations, nous allons les faire même aujourd'hui et même demain. D'abord, ils disent sur les points qu'on a nommé un professeur chargé d'enseignement comme DAF au stade. D'abord, ce cadre que nous avons nommé, qui est un Nigérien d'abord, c'est un Nigérien, peut-être comme eux. Il est titulaire d'un DA, c'est un doctorant en économie et gestion. Il a une maîtrise en économie et gestion qu'il a obtenue ici à l'université de Niamey. Il a, de par le temps, il a occupé plusieurs responsabilités au ministère en charge des relations avec les institutions comme responsable financier, à la mairie de Maradi comme responsable administratif, qu'il laisse leur subjectivité et leurs préjugés, qu'ils reviennent sur la table de négociation. On avait commencé ces négociations. Mais à aucun point, il n'y a rien. Les nominations, ça, ils ne peuvent pas nous empêcher. Ce n'est pas eux que je vais nommer. Ils peuvent passer tout leur temps à écrire, à m'insulter. J'ai choisi une vie publique que j'assume avec beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Donc, ce qui compte, c'est la confiance de mes supérieurs. Enfin, le collectif des syndicats de l'éducation, de la jeunesse et du sport n'entend pas baisser les bras jusqu'à la satisfaction totale de toutes ces revendications. La synergie cause Niger Sinaseb a entamé aussi une grève de 48 heures ce jour, jeudi 9 novembre. Objectif, fustiger le non-respect des engagements pris par le gouvernement à travers le protocole d'accord signé entre les deux parties en décembre 2016. Le reportage est de Nafisa Yahya et Ibrahim Abdou.
La synergie d'action cause Niger-Sinaseb observe encore une fois une grève de 48 heures à compter de ce jeudi 9 novembre 2017. Cette grève est consécutive au non-respect des engagements prévus dans le communiqué conjoint de décembre 2016. Le gouvernement a eu à signer des accords en décembre 2016 avec la synergie ECO-SINASEB autour du paiement des salaires des contractuels, autour de la grille salariale, autour des questions de recrutement. Bref, sur toutes ces questions, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un employeur, que ses agents déposent un préavis de grève une semaine avant et qu'ils ne daignent pas discuter avec les syndicats. Donc nous comprenons que le gouvernement a fait l'option de l'usure, ce qui n'arrange pas l'école publique. Même s'il y a 2% d'enseignants qui suivent les grèves, ça perturbe le système. Le ministre avait dit qu'il avait 15 000 enseignants, un surplus de 15 000 enseignants. Sur la base de ça, on a fait l'évaluation. On a fait partir plus de 12 000 enseignants. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Nous, en tant que syndicat, nous demandons à ce que ces enseignants-là puissent retrouver leur poste parce que l'évaluation n'a aucune base légale et les résiliations ont été faites sur des bases illégales. Occasion pour Cheibou Dambaji de lancer un appel à l'endroit des enseignants qui, pour certaines raisons, n'observent pas les débrayages. La grève, c'est sur l'ensemble du pays. Donc, ce qui se passe au niveau d'un certain nombre d'établissements ne détermine pas le suivi de la grève. Nous, demain, après la grève, donc, nous allons faire le point du suivi de la grève des enseignants. Donc nous estimons que même si c'est 30-40% d'enseignants qui suivent la grève, en tout cas nous ferons le bilan, nous sommes satisfaits, nous serons satisfaits du suivi de ce mot d'ordre. Ceux qui ne suivent pas la grève, ils ont leurs motifs. C'est ECO-SINASEB qui a appelé à la grève. Alors ces enseignants, il y a deux hypothèses. Ils peuvent ne pas être des syndicats membres de notre collectif, d'une part, et d'autre part, ça peut être aussi des syndicats, des enseignants qui répondent au mot d'ordre de politique. Si on demande qu'on paie le salaire à terme échu, si on demande qu'on recrute, si on demande que l'enseignant puisse avoir une grille spéciale, ce n'est pas pour nous, c'est pour les enseignants. Donc il faut que les enseignants comprennent la nécessité de se mobiliser pour que leur quotidien puisse être amélioré. La synergie d'action cause Niger-Sinaseb a enfin lancé un appel à l'endroit de ses militants et militantes de rester vigilants et unis pour faire aboutir leurs revendications. Autre aspect de cette édition, les élus locaux des 5 arrondissements communaux de Niamey et ceux de Luboré étaient hier en conclave à Torodi dans le cadre d'une journée d'échange et de plaidoyer sur le financement de la santé. Organiser la contribution des communes pour le financement du secteur afin d'accompagner l'État et l'objectif visé à travers cette rencontre organisée par le réseau des champions pour le financement adéquat de la santé. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Aboubakar Souley. Les élus locaux et autres cadres de l'ensemble des communes de la capitale et de la commune de Liboré se retrouvent ainsi pour une action citoyenne afin d'organiser la contribution des communes pour le financement de la santé au Niger. Une initiative rendue possible grâce à la collaboration du Parlement nigérien dont le représentant à ses assises n'a d'ailleurs pas manqué de louer la pertinence. Nous saluons le RC-PFAS, c'est-à-dire le réseau des champions, pour cette heureuse initiative qui offre l'opportunité aux délégués des collectivités d'échanger avec les autres acteurs et partenaires pour la recherche des solutions adéquates au financement de la santé en fonction du contexte de développement du pays, des spécificités régionales et de la diversité culturelle de la population eu égard aux préoccupations et aux besoins exprimés pour une meilleure résilience des communautés. C'est donc une initiative salutaire à encourager et d'une importance capitale. Ceci permettrait de renforcer les relations entre acteurs et partenaires du système de santé afin de contribuer efficacement au financement de la santé au Niger. En marge de ces conclaves, l'un des responsables du réseau nous situe l'objet de la rencontre. Vous savez que depuis un certain temps, les ressources se raréfient dans nos pays et nos communes
font face à plusieurs sollicitations, surtout la demande et l'offre de services de soins. Et c'est dans ce cadre-là que le réseau des champions créé depuis 2012 a pris l'initiative d'organiser un certain nombre de rencontres. Nous avons d'abord rencontré le Parlement par rapport à une journée de plaidoyer que nous avons en tout cas organisée pour un financement, pour l'allocation des ressources conséquentes pour le financement de la santé. Après ça, nous avons pensé que les communes et les régions jouent un rôle quand même important. Comme vous le savez, les régions, les communes ont des organes délibérants et des organes d'exécution. C'est pour ça que nous sommes en train de dialoguer davantage avec l'ensemble des acteurs pour voir comment nous aussi nous pouvons organiser au mieux notre contribution. Notons que le réseau des champions pour le financement adéquat de la santé entend poursuivre son plaidoyer dans les autres communes du pays afin d'amener les élus locaux à faire le financement de la santé pour une amélioration de l'accès à des soins de santé de qualité au Niger. Cérémonie officielle de réception de la digue de protection de Goudel ce matin par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Une digue construite par le projet de gestion de risques de catastrophes et de développement urbain PGRC2U à plus de 2 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Abdel Nasser Seydou. Réduire la vulnérabilité des populations exposées au risque d'inondation, c'est dans cette optique que le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, PGRC2U, a construit cette digue de protection de Goudel pour protéger les riverains du fleuve en cas de crue. La cérémonie qui nous réunit ce matin est importante à plus d'un titre car il s'agit de la réception d'un des 3 lots des travaux de construction des digues de protection. Plus précisément celle de Goudel, afin de sécuriser les populations riveraines des quartiers de Goudel, de Lossagungu, de Kosé et Gabgoura contre les inondations récurrentes. L'objectif de ces travaux de construction de cette digue, d'une longueur de 4124 mètres linéaires, est d'assurer la protection des populations et leurs biens contre les inondations. Ainsi, les travaux exécutés comprennent la confortation et le rehaussement de 1632 mètres linéaires de l'ancienne digue, la réalisation de 2492 mètres linéaires de la nouvelle digue, la fourniture et la mise en place de 3 ouvrages de vidange équipés de clapets anti-retour, la protection des talus amont et aval en dallettes de béton armé, la réalisation de 5 rampes d'accès, la réalisation de 900 mètres linéaires de fossés de garde, la réalisation d'un ouvrage de prise à 2 vannes. En procédant à la réception de ce joyau, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a remercié le PGRC2U pour leurs multiples actions au profit de la population. Les travaux de construction de cette digue ont été exécutés pour un coût de 2 625 151 841 francs CFA. En tant qu'institution en charge de la gestion des catastrophes en général et des inondations en particulier, comment ne pas imaginer la joie qui m'anime en ce jour particulier? La réalisation de ce joyau qui est de nature à réduire la vulnérabilité des populations, si cher à son Excellence Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, démontre à suffisance le respect de ses engagements inscrits en lettres d'or dans son programme de Renaissance 2 et particulièrement dans le cadre de la sécurisation du peuple nigérien face au choc naturel. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain demeure l'un des plus grands projets au Niger en matière d'assistance technique et humanitaire. Cérémonie officielle de présentation des membres du Comité national de gestion de lutte traditionnelle ce matin au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Mettre fin au pouvoir de la Fédération nigérienne de lutte à travers la mise en place d'un nouveau comité compte tenu des soubresauts au sein de la Fédération, motif de ce point de presse organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
le comité national de gestion de lutte est composé comme suit. Président, M. Mahaman Yahya, inspecteur général de service au ministère de la Jeunesse et des Sports. Vice-président, en charge de la coopération, M. Abdelaziz Himasouley, conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des Sports. Secrétaire général, M. Aboubakar Parezo. Secrétaire général adjoint, M. Issoufou Kodo, journaliste. Secrétaire général à l'organisation, M. Alagouma Nuhu Maïga. Secrétaire général chargé du sponsoring et des relations publiques, M. Abacha Bagali. Trésorier général, M. Souley Mahamadou, comptable du ministère de la Jeunesse et des Sports. Trésorier général adjoint, M. Issoufouchi, responsable financier. Secrétaire général de la communication chargé des relations avec la presse, Mme Li Amina, directrice des relations publiques et des archives au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Directeur technique national, M. Malambarka Akoda, enseignant à l'Institut national de la Jeunesse et des Sports. Directeur technique national adjoint, M. Moustapha Brahma Karfi. Et ce bureau comptera aussi des conseillers techniques en raison d'un conseiller technique par région en la personne d'un ancien lutteur. Le ministre Castor Mokhtar demeure optimiste quant à la gestion de cette discipline sportive par ce comité. Nous avons défini votre mission, les objectifs, et je suis convaincu aujourd'hui les personnalités qui composent ce comité, où la plupart nous avons fait en sorte que par exemple le président Mahaman Yahya, je pense qu'il n'est pas présenté, il est d'une grande expérience, et surtout nous avons nommé docteur Seriba Mahaman Lawan, qui n'est pas présenté, qui a écrit plusieurs livres sur la lutte, qui a même aujourd'hui qui fait la fierté de notre peuple à l'extérieur. Présentement, il est en fin de mission à la francophonie. Donc nous estimons qu'ensemble, avec tout ce que nous avons comme expertise, avec surtout la volonté de l'État à réformer, à construire une véritable nation sportive, donc vous serez à la hauteur de cette tâche. Qu'Allah vous accompagne et que vous pouvez compter sur notre volonté et surtout l'engagement des plus hautes autorités. La destinée du sport roi au Niger pour les 3 années à venir repose désormais sur les épaules de ce comité national de gestion de lutte composé de 13 membres. L'auditorium du Centre culturel franco-nigérien a servi de cadre pour une conférence débat hier sur le thème des frontières pour séparer ou des frontières pour rencontrer, mondialisation et cosmopolitique. Le résumé avec Abdul Razak Léou et Halidou Brahima. Des frontières pour séparer ou des frontières pour rencontrer, mondialisation et cosmopolitique. C'est le thème sur lequel s'est tenue cette conférence débat dite débat d'idées dans le grand auditorium du CCFN Jean Rouch. C'est une conférence qui ouvre en fait une série de conférences sur la frontière, la migration, la mondialisation. Là, on m'avait demandé de parler de les frontières à l'ère de la mondialisation. J'ai un peu mis ça à ma propre sauce, donc j'ai développé le concept de cosmopolitique. J'ai présenté ça, c'est quelque chose sur quoi je réfléchis. Le monde politique, la politique, donc il faut imaginer les problèmes, les solutions aux problèmes politiques plutôt en se plaçant à un niveau mondial que tout simplement à un niveau national. Parce que les problèmes qui naissent de la mondialisation sont des problèmes mondiaux. De la manière dont le capitalisme mondialisé a mis en place des frontières qui vont avantager la circulation des biens et des marchandises, mais bloquer la circulation des personnes. Et donc cela crée quand même des problèmes d'inégalité, de pauvreté et franchement de conflits larvés entre nord et sud, entre pauvres et riches, qui sont totalement déterminés par la manière dont les frontières fonctionnent dans ce contexte capitaliste mondialisé. Un débat d'idées qui est le premier d'une longue série. Une des contributions que j'aurais pu partager avec ce pays, c'est justement trouver un lieu de débat, de réflexion, de partage
pour réinventer un peu notre réalité et tenter de la regarder de manière différente. Parce que je pars d'une considération simple, que tant que notre regard ne change pas sur la réalité ne changera pas. Frontière comme lieu de rencontre, qui peut être soit de division, de séparation, ou bien aussi de connaissance et d'échange. Et celui qui a présenté a parlé du cosmopolitisme. La prochaine fois, nous allons profiter des frontières et l'émigration, les frontières dans la famille, les frontières des jeunes, les frontières entre les religions et les frontières aussi que nous avons à l'intérieur de nous. Le prochain rendez-vous pour ce débat d'idées, instauré par le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, sera dans 2 semaines. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.